Hugh Hefner est mort en 2017, mais les secrets enfouis dans son sous-sol ont perduré. Des caméras cachées enregistraient les invités depuis la fin des années 1970. D'anciennes petites amies ont affirmé que le sous-sol contenait des montagnes de matériel explicite que Hefner utilisait comme moyen de pression. L'un des coffres-forts contenait même des dossiers du FBI retraçant des décennies d'enquête. En 2022, plus de 10 procès avaient été intentés par des victimes ayant découvert qu'elles avaient été filmées en secret. Le sous-sol n'avait pas seulement caché des soirées endiablées, il avait aussi caché des crimes qui allaient hanter Hollywood à jamais. Hugh Marston Hefner est né le 9 avril 1926 à Chicago, dans l'Illinois. Ses parents étaient des méthodistes stricts qui interdisaient les câlins, les films et tout ce qui avait trait de près ou de loin à la sexualité. Ce foyer froid et régi par des règles strictes l'a façonné d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Enfant, il dessinait secrètement des femmes à moitié vêtues, s'opposant ainsi aux murs rigides construits autour de lui. Plus tard, il admettra que le manque de chaleur dans sa famille a alimenté son besoin permanent de liberté émotionnelle et physique. Toute sa vie sera une réaction à cette répression précoce. Bien que son QI ait été évalué à 152, ses résultats scolaires n'étaient pas remarquables. Il ne se distinguait pas sur le plan académique, mais son imagination le distinguait. À l'école primaire de Sayre, il commence à créer des bandes dessinées dont il est le héros dans des aventures audacieuses. À 16 ans, son premier chagrin d'amour est causé par une fille nommée Betty. La douleur est si profonde qu'il se réinvente complètement. Il commence à se faire appeler Hef, change de style, et écrit une bande dessinée intitulée School Days, transformant pour la première fois son angoisse personnelle en créativité. Au lycée à Steinmetz, il va de l'avant sans relâche. En 1943, il fonde le journal de l'école de Steinmetz Trumpet, où il est à la fois caricaturiste et journaliste, mêlant humour et commentaires. Il chante dans l'orchestre de l'école siège au conseil des élèves et semble déterminé à se produire de toutes les manières possibles. Ce chagrin d'amour ne l'a jamais vraiment quitté, il l'a seulement rendu plus fort. Il s'est investi dans ses bandes dessinées, jouant dans des aventures sauvages et exagérées. Même des décennies plus tard, il n'a jamais oublié ces années. En 2010, à l'âge de 84 ans, il a fait un don annuel de 700 $ au journal de son ancienne école pour qu'il puisse imprimer en couleur. En 2016, lorsqu'un conflit de censure a menacé les voix des étudiants, il est intervenu à nouveau pour les défendre. En juin 1944, Hefner s'engage dans l'armée et s'entraîne à Fort Hood, au Texas, où il obtient l'insigne de tireur d'élite avec son fusil M1. Mais grâce à ses talents de dactylographe, il est réaffecté à un poste de bureau dans le Maryland, un coup du sort qu'il qualifiera plus tard de chanceux. Au lieu de combattre, il a couru après les femmes à Washington, D.C. et dessine des bandes dessinées pour des bulletins d'information militaire. Il a servi jusqu'en 1946 et a déclaré plus tard que ces années de calme avaient nourri sa créativité. S'il était parti à la guerre, pensait-il, Playboy n'aurait peut-être jamais existé. Après avoir quitté l'armée, il a étudié la psychologie à l'université de l'Illinois avec des mineurs en écriture créative et en art. Travaillant à un rythme effréné, il obtient son diplôme en seulement 2 ans et demi. Il devient rédacteur en chef du magazine humoristique du campus Shaft, où il introduit une nouvelle rubrique, l'étudiante du mois. Cette initiative en a choqué plus d'un, mais elle préfigure ce qu'il construira plus tard. Il a brièvement suivi des études supérieures à Northwestern en 1949, mais a abandonné ses études après avoir critiqué les lois américaines sur le sexe dans un article. Il n'était pas fait pour suivre les règles, il était fait pour les enfreindre. La même année, il étudie également à l'Institut d'art de Chicago, mêlant mots et images d'une manière qui définira sa carrière. En 1952, Hefner travaille chez Esquire et gagne 60 $ par semaine. Lorsqu'il demande une augmentation de 5 $ et qu'on la lui refuse, il démissionne. C'était un geste audacieux, mais il en avait assez d'être sous-payé. Il hypothèque ses meubles pour 600 $,
et lève 80 $ supplémentaires auprès de 45 investisseurs, dont un $0 de sa mère, qui ne croit pas en sa vision, mais le soutient par amour. Dans un premier temps, il envisage d'appeler son magazine Stag Party, mais des menaces juridiques l'obligent à changer de nom. Il opte alors pour Playboy. Le premier numéro a été assemblé dans sa cuisine de Hyde Park en décembre 1953. Ne sachant pas s'il y aurait un deuxième numéro, il a laissé la couverture sans date. À l'intérieur se trouvaient des photos de Marilyn Monroe, nue achetée pour seulement 500 $ prises en 1949 des années, avant qu'elle ne devienne une star. C'est ainsi qu'est né un empire culturel. Monroe n'a jamais travaillé avec Playboy, ni même rencontré Hefner, mais cette image, où elle est allongée sur du velours rouge, les yeux fermés et les lèvres légèrement écartées, est devenue emblématique. Le numéro s'est vendu à près de 54 000 exemplaires à 50 cents l'unité. À côté de la photo, Hefner inclut des articles sur le jazz, le sport et même une histoire de Sherlock Holmes. C'était sa façon de dire que le magazine s'adressait aussi bien à l'esprit qu'aux yeux. Aujourd'hui, les exemplaires originaux peuvent se vendre pour plus de 100 000 $. Hefner a rédigé lui-même le tout premier éditorial. Il a déclaré que le magazine serait un divertissement pour les hommes avec de la fiction, de la mode, de la musique et des femmes. Il n'a pas fallu longtemps pour que de grands écrivains s'impliquent. Ray Bradbury a publié une histoire en 1955. Hefner a choqué les gens en publiant l'histoire de Charles Beaumont sur un monde où les hétérosexuels étaient discriminés, renversant ainsi l'oppression du monde réel. Cette histoire a suscité l'indignation, mais Hefner l'a maintenue. La même année, il engage Dick Gregory, un humoriste noir qu'il a vu se produire à Chicago. C'est le premier grand succès de Gregory. Le magazine se vendait alors à 100 000 exemplaires par mois, mais le combat de Hefner ne faisait que commencer. En 1955, l'US Postal Service a tenté d'interdire Playboy, le qualifiant d'obscène. Il s'est battu et a gagné. Cette victoire lui a permis d'imprimer en couleur et de se développer rapidement. De grands noms comme Vladimir Nabokov et John Lennon y ont contribué par la suite. En 1963, il a été arrêté pour des photos de Jane Mansfield, mais l'affaire s'est terminée par une fin de non-recevoir. En 1959, il lance une émission de télévision intitulée Playboy's Penthouse, qui ressemble à une fête organisée dans son appartement et à laquelle participent des stars comme Sammy Davis Jr. et Ella Fitzgerald. L'émission a repoussé les frontières raciales en montrant à l'écran des invités noirs et blancs se côtoyant à une époque où de nombreuses stations du Sud refusaient de la diffuser. En 1960, Hefner ouvre le premier Playboy Club à Chicago. Il était bondé de visiteurs qui payaient un abonnement de détenteurs de clés juste pour entrer. Les serveuses portaient en des costumes en satin avec des oreilles et des queues de lapin. En coulisses, des règles strictes les obligeaient à respecter un poids et une apparence sous peine d'être punis. En 1961, le club avait accueilli plus de 132 personnes en seulement 3 mois. Il y a finalement 40 clubs dans le monde, y compris à Londres et en Jamaïque. En 1962, Hefner commence à écrire une longue série d'essais intitulée The Playboy Philosophy. Cette série a duré jusqu'en 1965 et a totalisé environ 250 000 mots. Il a parlé de liberté d'expression, de droits à l'avortement et de lois sur le sexe. Certains le considèrent comme un penseur courageux, mais d'autres en particulier, les groupes féministes, estiment qu'il ne fait qu'utiliser de grands mots pour justifier l'exploitation des femmes. Les protestations ont commencé. D'anciennes employées ont révélé par la suite que les femmes qui travaillaient pour lui devaient suivre des règles strictes, souvent dégradantes. Les abus cachés commençaient déjà à faire surface. En 1964, Playboy entre en bourse et vaut 120 millions de $. Hefner en contrôlait encore la majeure partie. En décembre 1959, il avait acheté à Chicago, pour 370 000 $, un immense manoir de 70 pièces avec des tunnels secrets, une piscine avec une entrée en cascade,
et des pièces pleines de miroirs et de lumière. Il y a vécu après son divorce et y a organisé des fêtes sauvages avec des centaines d'invités. Des agents du FBI le surveillaient lors d'enquêtes sur des affaires d'obscénité. Des années plus tard, des femmes ont déclaré avoir été droguées contraintes à des actes et même filmées sans leur consentement. Certaines de ces affirmations ont été reprises dans des documentaires jusqu'en 2022. En 1968, Hefner a lancé Playboy Productions pour réaliser des films. L'un des premiers grands films fut Macbeth, en 1971, réalisé par Roman Polanski. Ce film sombre et violent a attiré l'attention en partie parce que Polanski venait de perdre sa femme Sharon Tate. La société a réalisé plus de 20 films, dont Saint-Jack en 1979. Mais en coulisses, les choses s'effondrent. Le nom de Playboy était partout, mais des histoires plus sombres continuaient d'être publiées. Hugh Hefner a épousé Millie Williams en 1949 après leur rencontre à l'université Northwestern. Il s'était réservé pour elle, croyant qu'elle était la bonne. Mais alors qu'il est parti servir dans l'armée, Millie lui avoue qu'elle a une liaison. Ce moment l'a brisé. Il a déclaré plus tard que c'était la chose la plus douloureuse qui lui soit arrivée dans sa vie. Par culpabilité, Millie l'autorise à coucher avec d'autres femmes, mais cela ne peut pas sauver leur mariage. En 1959, ils divorcent après 10 ans de mariage. Ils ont eu 2 enfants, Christy née en 1952 et David né en 1955. Après le divorce, Hugh a changé. Il s'est lancé dans une vie sauvage au manoir Playboy de Chicago, fréquentant plusieurs femmes à la fois. Il a même affirmé avoir été avec plus d'1 millier de femmes. Leurs enfants ont d'abord pris le nom de famille du nouveau mari de Millie Edwin Gunn, avant de reprendre celui de Hefner. C'est le début du style de vie qui le rendra célèbre. Des fêtes somptueuses des jeunes femmes et un monde de fantaisie. En 1968, tout bascule à nouveau lorsqu'il rencontre Barbie Benton. Elle n'a que 18 ans et participe à son émission de télévision Playboy After Dark. Leur relation s'est rapidement développée et elle a emménagé chez lui. En 1971, elle le convainc d'acheter un immense manoir à Holmby Hills pour un peu plus d'1 million de dollars. La même année, il transforme la propriété en la nouvelle Playboy Mansion. Il y avait un zoo, des cascades, des chambres secrètes et une grotte où des fêtes débridées avaient lieu presque tous les soirs. Des célébrités comme Mick Jagger et Warren Beatty y sont souvent venus. Benton a même participé à la conception de certaines parties de la maison. Ils sont restés ensemble jusqu'en 1976, mais les liaisons de Benton ont conduit à la rupture. Pourtant, elle dira plus tard que ce furent les meilleures années de sa vie. En 1985, Hefner est victime d'une grave attaque cérébrale. Il avait 58 ans. L'accident l'a laissé partiellement paralysé pendant un certain temps et l'a obligé à repenser sa vie. 4 ans plus tard, en 1989, il se remarie. Cette fois, c'est avec Kimberly Conrad, une playmate de 26 ans qu'il a rencontrée lors d'une séance photo en 1987. Elle est devenue playmate de l'année en 1989. Ils ont eu 2 fils, Marston, né en 1990, et Cooper, né en 1991. Il a ralenti brièvement son activité pour sa famille, mais en 1998, ils vivaient séparément. Il est retourné à ses anciennes habitudes, fréquentant à nouveau plusieurs femmes. Kimberly a finalement demandé le divorce en 2010, après avoir vécu séparément pendant plus de 10 ans. Hefner a admis que le mariage avait été une sorte de réaction à la peur provoquée par son accident vasculaire cérébral. Ils sont restés légalement mariés pour les enfants et elle a même vécu dans la maison voisine. En 2012, il s'est marié une dernière fois. Le soir du Nouvel An, il s'est marié avec Crystal Harris. Ils s'étaient rencontrés lors d'une fête d'Halloween en 2008 et elle avait rapidement emménagé dans le manoir. Mais des années plus tard, dans ses mémoires de 2024, elle a révélé ce qu'était réellement la vie avec Hefner. Elle dit s'être sentie piégée et contrôlée. Il l'obligeait à respecter des règles concernant ses vêtements, son apparence et même le type de vernis à ongles qu'elle utilisait. Elle n'avait pas le droit de prendre du poids, devait se décolorer les cheveux rapidement si ses racines apparaissaient
et avait un couvre-feu strict. Le manoir était rempli de moisissures d'oiseaux et d'objets qu'il refusait de jeter. Bien qu'ils aient annulé le mariage une première fois en 2011, ils se sont remis ensemble. Mais à sa mort, elle n'a rien hérité. Ce mariage a révélé une facette plus sombre de Hefner, celle du contrôle et non de l'amour. En 1975, une tragédie a secoué le monde de Playboy. Bobby Arnstein, secrétaire de Hefner, s'est suicidé dans un hôtel de Chicago. À l'époque, le gouvernement enquêtait sur l'usage de drogue dans l'empire Playboy. Bobby avait été condamné à 15 ans de prison pour avoir aidé à transporter de la cocaïne. Hefner pensait que ces accusations étaient un moyen de faire pression sur elle pour qu'elle se retourne contre lui. Il a parlé de chasse aux sorcières. Les médias sont envahis par des rumeurs de drogue et de fêtes débridées dans les manoirs de Playboy, et une autre femme, Adrienne Polak, meurt d'une overdose en 1973. Une autre femme, Adrienne Polak, est morte d'une overdose en 1973. C'est une période sombre, et l'image de Hefner commence à changer. En 1980, Dorothy Stratton, qui venait d'être nommée Playmate de l'année, a été assassinée par son mari jaloux. Elle n'avait que 20 ans. Les gens reprochent à Hefner de l'avoir mise en danger. Après sa mort, il a publié des photos d'elle nue sans l'autorisation de la famille. Sa mère et sa sœur l'ont poursuivie en justice. D'anciennes employées ont déclaré qu'elle avait été agressée au manoir. Son petit ami, le réalisateur Peter Bogdanovich, a ensuite écrit un livre dans lequel il accuse Hefner et la culture Playboy d'être responsables de tout. Le monde entier a vu les fissures dans le fantasme. Les années 1980 ont donné lieu à d'autres allégations troublantes. De nombreuses femmes se sont manifestées, affirmant que Hefner les avait agressées au manoir. Certaines étaient mineures. La drogue était souvent de la partie. Son ancienne petite amie Crystal a déclaré plus tard qu'il avait des milliers de photos compromettantes et qu'elle les a détruites après sa mort. L'un de ses valets a déclaré que Hefner avait agressé une fille pendant qu'elle dormait. Des sœurs jumelles qui vivaient au manoir ont déclaré qu'il avait refusé d'utiliser une protection et que l'une d'entre elles était enceinte. Le manoir, autrefois considéré comme glamour, semblait aujourd'hui un lieu de souffrance. Une partie étrange et secrète du monde de Hefner était liée à son médecin personnel, Mark Saganor. Dans les années 1970 et 1980, Saganor dirigeait des maisons cachées appelées Shadow Mansions. Il s'agissait d'endroits où des femmes étaient amenées à qui l'on promettait la célébrité et qui étaient ensuite utilisées pour des fêtes et des rencontres. La fille de Saganor a déclaré plus tard que tout cela était très sombre et prédateur. Certains pensent que Hefner et le médecin étaient plus que de simples amis. D'autres ont affirmé que ces maisons étaient utilisées pour des choses encore plus graves, notamment des vidéos illégales et des abus. Tout cela a été mis au jour lors d'enquêtes sur la drogue dans les années 1980. En 1971, l'achat par Hefner du manoir Playboy avait tout déclenché. Il a transformé la maison de style gothique de 1927 en un symbole de fantaisie. Il y avait une grotte avec des cascades et des jacuzzis, des couloirs secrets, et même un zoo. Dans les années 1980, elle disposait d'une salle de sport avec des lits de bronzage. Mais après des décennies de fêtes, la maison est tombée en décrépitude. En 2016, il l'a vendue pour 100 millions de dollars à un voisin qui a accepté de le laisser y vivre jusqu'à sa mort en 2017. En novembre 1972, le magazine Playboy atteint son apogée avec plus de 7 millions d'exemplaires vendus. En 1976, le candidat à la présidence Jimmy Carter a donné une interview choquante admettant qu'il avait commis l'adultère dans son cœur. Cela a failli ruiner sa campagne, mais a permis de vendre davantage de magazines. Playboy s'est fait connaître non seulement pour ses photos, mais aussi pour ses interviews de personnalités célèbres tels que Martin Luther King Jr. et John Lennon. Hefner a également essayé de se développer au-delà des magazines. En 1971, il a lancé Playboy Records. Barbie Benton a enregistré de la musique sous ce label. Une chanson Show and Tell est devenue un tube en 1974. En 1981,
il a ouvert un casino à Atlantic City. Il a rapporté des millions, mais en 1984, il a été fermé, après que Hefner s'est vu refuser une licence de jeu en raison d'anciennes accusations de corruption. La chute du casino s'inscrit dans le cadre des difficultés croissantes de la marque. Dans les années 1990, les ventes de Playboy sont en baisse, mais sous la direction de sa fille Christie, ils sont passés à l'Internet. En 1994, Playboy. En 1995, ils lancent le Playboy Cyber Club avec des vidéos et des chats. En 2011, ils ont même publié des archives complètes sur iPad en contournant les règles d'Apple. Christie a perçu très tôt le potentiel de l'Internet et a contribué à maintenir l'entreprise en vie pendant une période de changement. En 1988, Christie est officiellement devenu PDG. Hefner a pris du recul et s'est concentré sur son travail créatif. En 2005, il a participé à une émission de télé-réalité intitulée The Girls Next Door. Cette émission montre la vie à l'intérieur du manoir avec ses amis Holly Bridget et Kendra. L'émission a duré 6 saisons et a fait de Hefner une nouvelle star de la télévision. Des millions de téléspectateurs l'ont regardé, mais dans les coulisses de nombreuses femmes, on dit plus tard que ce n'était pas ce que l'on croyait. En mars 1985, Hugh Hefner a 59 ans lorsqu'il est victime d'une petite attaque cérébrale qui change sa vie à jamais. Il attribue le stress à la parution d'un livre sur le meurtre de la playmate Dorothy Stratton. Après l'attaque, Hefner a vendu son célèbre jet privé, le Big Bonnie. Il l'avait acheté en 1969 pour 5,5 millions de dollars. Ce n'était pas un jet comme les autres. Il disposait d'une discothèque, d'un cinéma et d'un espace de couchage pour 16 personnes. Il était peint en noir avec un projecteur montrant le logo du lapin Playboy et il avait été le symbole de sa vie sauvage. Mais une fois l'accident vasculaire cérébral survenu, il s'était forcé de vivre plus sainement. Il a arrêté de fumer et a dit qu'il ralentissait, mais la vérité était tout autre. Alors qu'il atteignait les 80 ans, il continuait à organiser des fêtes endiablées. Il a commencé à prendre du Viagra et a déclaré un jour que ce médicament avait changé sa vie, parce qu'il lui permettait de continuer à avoir des relations intimes avec plusieurs femmes. C'était un mélange étrange, essayer d'être en bonne santé tout en continuant à vivre comme si rien n'avait changé. Au même moment, l'empire Playboy s'effondre. Leurs casinos aux US et aux UK fermaient et l'argent se tarissait rapidement. En juin 2016, les gens ont commencé à murmurer que l'état de Hefner s'aggravait. Certains disaient qu'il agissait comme une personne atteinte de démence. La même année, il a vendu le manoir Playboy pour 100 millions de dollars. L'acheteur était Darren Metropolis, 32 ans, dont le père était propriétaire de Hostess Brands. Le manoir avait été acheté par Playboy en 1971 pour seulement 1,1 million de dollars. Il était immense, plus de 22 000 pieds carrés, et comportait une licence de zoo, une salle de jeu et la fameuse grotte. Mais en 2016, il tombait en ruine et nécessitait d'importantes réparations. La partie la plus choquante de l'accord était que Hefner pouvait continuer à y vivre jusqu'à la fin de sa vie. Playboy a payé 1 million de dollars par an pour le louer. Les gens ont commencé à se demander s'il n'était pas trop faible pour déménager. Metropolis avait déjà acheté la maison voisine en 2009 pour 18 millions de dollars et il prévoyait de réunir les deux maisons en une seule propriété gigantesque après la mort de Hefner. Cet étrange arrangement a révélé la vérité. L'empire de Hefner s'effondrait et l'homme qui régnait autrefois sur les soirées ne quittait plus que rarement sa chambre. Le 27 septembre 2017. Hugh Hefner est décédé à l'âge de 91 ans. Il souffrait d'une grave infection à E. coli qui s'est transformée en septicémie. Il est décédé au manoir Playboy, entouré de sa famille. Mais ce qui a choqué beaucoup de monde, c'est l'endroit où il a été enterré. En 1992, il avait dépensé 75,0 $ pour acheter le tiroir de la crypte juste à côté de Marilyn Monroe.
Elle avait fait la couverture du premier numéro de Playboy en 1953, montrée nue sans son consentement. Hefner ne l'avait jamais rencontrée dans la vie réelle, mais elle l'obsédait. Monroe était décédée en 1962, et sa tombe était souvent couverte de traces de rouge à lèvres par ses fans. Certaines personnes ont été troublées par le choix de Hefner d'être enterré à côté d'elle, estimant qu'il la rabaissait à l'état d'objet, même après sa mort. Ses funérailles ont été privées, et il a été enterré dans un cercueil fermé. On avait l'impression qu'il essayait de lier à jamais son héritage à la femme qui avait contribué à lancer son empire de 200 millions de dollars, même si elle n'avait jamais donné son accord. En janvier 2022, la diffusion d'une série documentaire intitulée « Secrets of Playboy » a tout bouleversé. Elle révèle que Hefner a peut-être simulé des maladies pour contrôler les femmes. Sa troisième femme, Crystal Harris, a été mariée avec lui de 2012 jusqu'à sa mort en 2017. Dans un mémoire qu'elle a publié en 2024, elle a déclaré que Hefner prétendait avoir des douleurs dorsales et une perte d'audition pour qu'elle ne le laisse pas seul. Elle a dit qu'il l'obligeait à suivre des règles strictes comme blanchir ses cheveux et ne porter que du vernis à ongles de couleur claire. Dans le même temps, elle était atteinte de la maladie de Lyme et d'un empoisonnement par la moisissure. D'autres femmes l'ont soutenue, affirmant que Hefner utilisait la culpabilité pour les garder sous contrôle. Ces histoires ont montré une facette beaucoup plus sombre de l'homme que l'on considérait autrefois comme un playboy fêtard. Même après sa mort, on se souvient de lui non pas comme d'une icône amusante, mais comme d'un manipulateur qui a utilisé la maladie comme une arme. En 2010, Hugh Hefner a créé la Hugh M. Hefner Foundation. Il a donné des millions à la préservation des films, à la liberté d'expression et à l'éducation sexuelle. Il a soutenu pendant 20 ans les travaux de l'Université de Californie du Sud sur la censure cinématographique. La Fondation décernait chaque année des prix à des personnes luttant pour les droits du premier amendement. En 2017, Hefner a également fait un don à la recherche sur la maladie de Lyme, en lien avec la propre maladie de Crystal. Certains y ont vu une tentative de changer le souvenir que les gens avaient de lui. Même s'il a passé des décennies à vivre une vie de fête de scandale et de contrôle, ses dons racontent une autre histoire. Peut-être voulait-il s'assurer que l'histoire se souviendrait de lui avec bienveillance. Le manoir Playboy lui-même renfermait des secrets qui allaient bien au-delà des fêtes. La propriété avait été construite en 1927 dans un style gothique Tudor par Arthur R. Kelly. Cachée derrière des panneaux au sous-sol se trouvait une cave à vin secrète destinée à dissimuler de l'alcool pendant la Prohibition. Hefner l'a découvert après avoir acheté le manoir en 1971 pour 1,05 million de dollars. Plus tard, il a utilisé cet espace pour stocker des vidéos et des photos privées provenant des caméras de sécurité installées autour du manoir. Il s'en est même vanté dans une interview accordée à Vanity Fair en 2011. Les voûtes en pierre et les trappes ajoutent au mystère, et certains se demandent ce qu'il y a d'autre sous la maison. Dans les années 1970, Hefner a ajouté des tunnels et des salles de service sous la propriété. Ces tunnels reliaient le manoir principal à la salle de jeu et à la salle de bain, afin que le personnel puisse se déplacer sans être vu pendant les fêtes endiablées. D'anciens polaroïdes montrent l'étendue de ces zones souterraines. Un ancien employé a affirmé que les tunnels étaient autrefois reliés aux maisons d'acteurs célèbres tels que Jack Nicholson et Warren Beatty, bien que celles-ci aient été fermées en 1989. Les plans montraient que les tunnels atteignaient même le Los Angeles Country Club. Le manoir Playboy n'était pas seulement une maison de fête. C'était un monde secret construit pour tout cacher des caméras aux invités célèbres. En 1978, Hefner a construit une salle de sport souterraine sous les bains. Il y avait les meilleurs équipements, des lits de bronzage, des saunas et même des douches en pierre. Il a dit que c'était pour sa petite amie Carrie Lee, mais des caméras cachées y ont été installées, et le personnel a déclaré plus tard qu'elles étaient utilisées pour enregistrer des rencontres sexuelles sans permission. Le valet Stefan Tettenbaum a décrit des nuits de cochon où les travailleurs du sexe étaient filmés, pendant que Hefner regardait sur des écrans géants en fumant et en riant. En 2022, Variety
a rapporté que ces enregistrements avaient donné lieu à des poursuites judiciaires. La salle de sport destinée à la remise en forme était devenue le théâtre d'une scène beaucoup plus sombre. Dans les années 1980, le sous-sol a été à nouveau agrandi. Les chambres fortes cachées contenaient des vidéos et des plans de chambres secrètes conçus pour le sexe et la consommation de drogue. Certains affirment que ces cassettes étaient utilisées par Hefner pour faire chanter des célébrités et des invités. Un vidéothécaire a révélé par la suite que les coffres contenaient plus de 1000 cassettes. Les rénovations comprenaient du bois sculpté, des miroirs cachés et des chambres privées réservées aux parties de jambes en l'air. Ces voûtes étaient comme des capsules temporelles du monde de Hefner, un monde rempli de glamour à l'extérieur et de secrets troublants à l'intérieur. Même les voûtes en pierre originales de 1927 ont été transformées en cachettes. Elles ont été construites dans le style néo-gothique avec des arcs brisés et d'épais murs de pierre. Hefner les remplit d'autres vidéos, y compris certaines des plus choquantes prises pendant les nuits de cochon. Un membre du personnel a affirmé qu'il y avait plus de 100 cassettes de célébrités stockées dans des coffres-forts climatisés. Certaines des bandes les plus anciennes remontaient à la fin des années 1970. Les voûtes mêlent une architecture ancienne à une nouvelle forme d'obscurité qui est restée enfermée longtemps après le départ de Hefner. En 2022, le documentaire Secrets of Playboy en a révélé encore plus. Le rapport indique que Hefner avait installé des caméras secrètes pour filmer les femmes lors de soirées à leur insu. Son ancienne petite amie Sandra Theodore a déclaré qu'il utilisait ces vidéos pour contrôler les gens. Elle a déclaré qu'il gardait une montagne de pornographie vengeresse dans le sous-sol et qu'il se vantait d'avoir des vidéos sur tout le monde. D'autres initiés ont déclaré que des caméras étaient placées dans les chambres à coucher et que Hefner surveillait tout en direct. Ces révélations le décrivent non pas comme une icône de l'amour libre, mais comme un homme qui utilise le pouvoir pour piéger les gens. La même émission affirme que dans les années 1980, Hefner a aidé à gérer des résidences secrètes dans Los Angeles. Ces maisons étaient utilisées pour les fêtes, la drogue et les femmes, qui ne correspondaient pas à l'image de Playboy. Un médecin nommé Mark Saganor, connu sous le nom de Dr. Feelgood, aurait aidé à trafiquer jusqu'à 20 femmes par semaine, sous prétexte de faire des séances photos. En 1985, une femme aurait été droguée et ramenée au manoir principal pour des relations sexuelles. Des registres au sous-sol permettaient de savoir qui allait où à l'aide de codes secrets. Ces affirmations suggèrent que les abus n'étaient pas limités à une seule maison. Ils faisaient partie d'un système. De nombreuses femmes ont déclaré que le sous-sol abritait également de grandes quantités de drogue, comme des quaaludes. Sandra Theodore a déclaré qu'il y avait des tiroirs remplis de 500 pilules et que le personnel les distribuait avant les fêtes. En 1976, une femme aurait été droguée et agressée dans le sous-sol, restant inconsciente pendant des heures. Ces histoires proviennent d'anciennes assistantes qui ont déclaré que les pilules étaient omniprésentes entre 1975 et 1980. Une petite amie a déclaré qu'elle avait reçu un sédatif dans son vin en 1978 et qu'elle n'a su ce qui s'était passé que le lendemain matin. Même les anciens dossiers du FBI de Hefner étaient cachés dans le manoir. Après sa mort en 2017, des personnes ont trouvé un dossier de 58 pages dans la cave. Il montre que des agents avaient suivi Hefner à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Ils pensaient que Playboy enfreignait les lois sur l'obscénité, notamment après avoir publié des photos osées de Jayne Mansfield. En 1963, Hefner a été arrêté mais a gagné au tribunal. Des mémos ont même été envoyés à J. Edgar Hoover demandant des écoutes téléphoniques. Ces dossiers montrent que Hefner était sur la brèche depuis le début. Après sa mort, les choses ne se sont pas arrêtées. En 2018, une ancienne camarade de jeu, nommée Suzy Krabacher, a intenté un procès à sa succession. Elle a déclaré avoir été agressée en 1980 et que tout avait été enregistré sur l'une des cassettes du sous-sol. Elle n'était pas la seule.
En 2022, plus de 10 actions en justice avaient été intentées, dont une action collective de 5 femmes réclamant d'X millions de dollars. Les coffres-forts du sous-sol contenaient plus de 1000 heures d'images. Certaines cassettes ont montré des scènes remontant jusqu'à 1979. Beaucoup de ces affaires se sont terminées par